On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Quitter son emploi pour aller faire le tour du monde en bateau, en voilier, en catamaran, c'est le cas de Josée Julien de Tourisme Montérégie qui termine dans quelques mois. On la reçoit à l'instant. Dans quelques semaines, ou à la limite quelques mois, Tourisme Montérégie va perdre sa directrice générale qui décide d'aller faire le tour du monde en bateau. Ben oui, tout simplement, il est avec nous. Josée Julien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Bon, on est dans le monde du tourisme. Visiblement, on quitte pour un long voyage. Mais c'est quand même une décision audacieuse, courageuse, parce que on est quand même dans la fleur de l'âge, avec une carrière qui va bien, puis on décide que c'est maintenant qu'on prend un moment d'arrêt. Oui, tout à fait. Comment ça vient, ce genre de décision-là? C'est fascinant. Là. Tu viens de le dire, on est dans la fleur de l'âge, tout va bien, puis on est en santé. Alors, la question qui se pose, ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans qu'on en rêve. Et à toutes les années, dans les dernières années, on se disait, pourquoi on reporte? Qu'est-ce qui fait qu'on reporte? Puis c'est sûr, certain que pour moi, l'important était que mes enfants soient stables. C'est que les enfants aient terminé l'école, que l'université soit terminée de payer. L'an passé, ce qui a accéléré le processus, c'est la vente de la maison. Alors, on a vendu la maison au mois de mai l'année dernière. On est déménagé le 10 juin dernier. Donc, trop rapidement pour dire on fait l'acquisition de quelque chose d'autre. Alors, de fil en aiguille, bien, les choses se sont accélérées. Il y avait plusieurs éléments à contre-vérifier. Puis ces éléments-là, bien, d'ici Noël, ont été vérifiés. Alors, on part. Donc, de ce que je comprends, les enfants sont placés, les enfants quittent le nid familial, ce qui provoque en même temps la vente de la maison. Oui. On est ailleurs comme couple. Tout à fait. Mais en même temps, c'est une décision forcément qui se prend aussi à deux. Il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde et aient le goût de faire une pause sur vos carrières respectives. Les deux, comme je te disais, Éric, on en rêve depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on est allé passer 2 mois avec les enfants. À l'époque, Gabriel avait 14 ans, puis Caroline avait 12 ans. On a passé le mois de décembre 2008 et le mois de janvier 2009 avec les enfants, avec notre bateau à l'époque aux Bahamas. Et c'est là qu'on a eu la piqûre. On a vraiment eu la piqûre en disant que ce rythme de vie-là, un jour, on va le vivre. Excusez, je perds la voix. On va le vivre à notre retraite. Vous n'avez pas détesté l'expérience, disons. Ah non, pas du tout. Au contraire, on a vraiment... Alors, c'est pas un projet qui, tu sais, c'est pas un projet de un qui tire vers l'autre, là. C'est vraiment un projet de couple, toutes les deux. Et on a beaucoup d'engouement et on adore faire de la voile. Alors, puis comme je te dis, c'est la vente de la maison qui a accéléré le processus. On s'est dit, bien, OK, regarde, on s'en va en appartement, on prend 1 an pour bien réfléchir. Et comme je te disais, Gabrielle est déjà à la maison. Gabrielle étant la plus vieille, la plus jeune, termine ses études cette année, est autonome financièrement également. Je viens à la fin d'un contrat, tu sais, je viens à la fin d'une planification stratégique où tout a été réalisé. Alors, autant du côté de Martin également. Martin est ingénieur de service. Donc, lui, ça va super bien également, mais on peut prendre justement ces temps d'arrêt-là. Même si les planètes s'alignent, et que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, bon, je comprends que les enfants sont placés, que la maison est vendue, mais il y a aussi forcément un sacrifice financier, je veux dire, à ne pas travailler pendant une certaine période. Bien, c'est sûr et certain qu'il y a un sacrifice financier à effectuer. C'est sûr et certain que c'est pour ça que je te disais quand on parlait de vérifier certaines choses. Donc, c'est sûr et certain qu'avec nos fiscalistes, on a comme vérifié la durée de ce voyage possible. Et les coûts du voyage lui-même. Et les coûts du voyage lui-même, c'est clair, net et précis. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas de date de retour pour le moment. On envoie ça dans l'univers. Ça ne veut pas dire qu'à travers tout ça, on ne fera pas des contrats à gauche et à droite non plus, mais clairement pas la première année, ça, c'est sûr et certain. Bon, c'est quoi? C'est minimalement 1 an? C'est minimalement 1 an, oui. Il n'y en a pas de date de retour pour le moment. Il n'y a pas de date de retour? Il n'y en a pas de date de retour. La seule chose qui va nous obliger à revenir, c'est qu'on peut demander une dérogation par rapport au système de santé pour 1 an. Donc, on va pouvoir partir comme 2 ans, puis par la suite, il va falloir revenir aux 6 mois. Donc, c'est pendant ces périodes de 6 mois-là qu'on va pouvoir revenir. Mais ceci étant, on verra ce que l'avenir nous réservera. On ne se ferme pas la porte ni un ni l'autre. Puis, comme tu disais, bien, effectivement, que ça nous amène à avoir un revenu inférieur à ce qu'on est habitué. Mais on l'a, le bateau. Tu sais, le bateau est là, il est payé.
Bon, comment la nouvelle a-t-elle été accueillie par votre conseil d'administration chez Tourisme Montérégie, par vos propres employés et même à la limite vos enfants eux-mêmes, qui ne devaient peut-être pas être si surpris que ça, j'imagine. Mais bref, comment l'entourage professionnel ou personnel a-t-il réagi à cette décision-là que vous avez prise? Bien, côté personnel, les enfants sont avec nous à 100 000 à l'heure. C'est clair, net et précis. Ils ont juste hâte de venir nous rejoindre. Mon petit pute de 5 ans, ça, c'est peut-être différent, mais mon petit pute de 7 ans était mon petit-fils, je m'excuse. Mais il rentre à l'école au mois de septembre. Alors, du côté personnel, ça va. Moi, j'ai plus de parents. Alors, c'est sûr, certain que ça vient atténuer une crainte de ce côté-là. Et du côté de Martin, bien, son père vit son rêve à travers le nôtre. Donc, il va nous accompagner, il va faire du routage avec nous. C'est sûr qu'au niveau de ma belle-mère, c'est un petit peu plus inquiétant pour elle, mais comme on disait, il demeure en ce moment dans le bas du fleuve. On se parle sur Skype régulièrement. Ça va être exactement la même chose. Du côté du conseil d'administration, c'est sûr et certain que ça a été beaucoup plus émouvant. J'en ai toujours parlé, mais que ça vienne aussi rapidement, je pense que personne ne s'attendait à ça. C'était très émouvant, même au niveau des employés. C'était extrêmement émouvant. Par contre, il n'y a pas personne qui peut être malheureux d'un si beau projet. Ils se trouvent ça stimulant. Avec les employés, on a fini ça avec une grande accolade, un beau cri de ralliement, puis on s'est dit, OK, on se relève les manches pour les 4 prochains mois. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent, bien voyons donc, mais ça n'a pas d'allure, mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que les gens vous remettent en question dans votre propre décision? Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est comme impensable? Je ne sais pas. Tout à fait. Oui, vraiment. Mais tu sais, ce cheminement-là, j'écoutais M. Bazinet parler tantôt du cheminement, tu sais, de côté émotion, côté inquiétude. Mais nous, on l'a tout fait. Tu sais, ça fait depuis 10 ans qu'on en parle, qu'on lit sur la chose. Alors, c'est clair, net et précis que nous, notre cheminement, il est fait, puis on est prêts et on est vraiment parés à prendre le large, là. Bon. Et c'est quoi la destination ou les destinations ou l'itinéraire que vous désirez entreprendre? Pour le moment, on va passer l'été au Québec. Ouais. Donc, pour passer le plus de temps avec la famille, les enfants, pour au mois d'août se retrouver soit aux îles de la Madeleine ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par la suite, on va traverser vers les Açores. Oh là là, OK, vous traversez, là. Oui, on traverse. On s'en va vers le Portugal. On devrait s'en aller un petit peu à la pointe de l'Espagne, Maroc, Canaries, Cap-Vert, passer le temps des fêtes au Cap-Vert, puis retraverser vers les Antilles janvier-février prochain. Et par la suite, bien, on verra. On a 2 opportunités, Panama, ou revenir et s'en aller plus vers le nord, vers la Norvège, la Suède. Oh là là, OK, c'est tout un... C'est un pas pire itinéraire, ça, disons. Oui. C'est un rêve. Bon, si on revient maintenant à la carrière, à Tourisme Montérégie, parce que, bon, ça fait quand même quelques années déjà à la direction générale, comment la carrière s'est-elle orientée vers le monde du tourisme? Oh mon Dieu, c'est intrinsèque depuis que je suis toute jeune. Mon père était entrepreneur touristique. Alors, j'avais 2 ambitions. C'était soit de devenir médecin ou de devenir entrepreneur. Et la vocation de la médecine, finalement, bien, ça a, au fil des années, pris. Mais tout le côté entrepreneur était omniprésent chez moi. Puis le volet touristique était également omniprésent. Alors, naturellement, j'ai dirigé mes études vers le bac en gestion et intervention touristique. Bon, quels ont été les premiers mandats ou emplois dans le domaine? J'ai toujours été au sein des ATR, donc des associations touristiques régionales. Donc, quand j'ai terminé mon bac en 90, j'étais à l'Association touristique régionale des Laurentides, où j'ai débuté à l'accueil. Donc, j'ai fait toutes les étapes du métier pour terminer directrice adjointe. Et quand on dit qui prend mari, prend pays, alors ou inversement, qui prend pays, prend mari, Martin a eu une opportunité d'emploi dans le secteur ici. Alors, en 2005, on est déménagé ici et en 2005, je commençais pour l'ATR de la Montérégie. Bon. Et là, dans les dernières années, comme directrice générale pour Tourisme Montérégie, quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés ces dernières années? Les défis, mon Dieu. Défis, je dirais pas, je dirais opportunité. Oui. Opportunité.
opportunité en termes de nouveaux positionnements pour la région, opportunité en termes de passer la taxe de l'hébergement de 2 à 3,5 ce qui est un leg pour la région, qui a fait en sorte que les sources de revenus de l'ATR ont augmenté pour le positionnement touristique de la destination. Une planification stratégique avec le milieu et pour le milieu, donc un milieu qui s'est approprié la planification stratégique, un rapprochement, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une évolution monumentale également au sein de l'industrie touristique avec l'Alliance de l'industrie touristique. Alors, ce qui a fait en sorte qu'on a dû revoir nos façons de faire en termes de marketing. Donc, une équipe renouvelée, une nouvelle culture entrepreneuriale. Alors, je trouve que ça a été des belles opportunités au travers desquelles j'ai beaucoup appris, mais que mon équipe m'a épaulée de tous les instants. C'est quoi le défi de faire fonctionner cette fameuse Montérégie? Parce que la Montérégie est une région qui n'est pas vraiment comparable à d'autres régions au Québec. C'est pas comme l'Outaouais, la Mauricie, l'Estrie, le bas du fleuve ou l'Abitibi. La Montérégie, c'est une proximité avec un grand centre qui est Montréal. C'est plusieurs villes de différentes proportions, des villes de 100 000 habitants comme ici, mais des villes de 20 000 puis de 30 000. Donc, c'est un territoire qui est complètement atypique du reste des régions du Québec. Alors, comment on fait pour faire fonctionner ça ensemble? Bien, la Montérégie, ce n'est pas une région de destination, premièrement. Tu ne viendras pas passer 2-3 semaines de vacances. C'est pas comme la Gaspésie. Non, effectivement. Tu ne diras pas, je m'en vais passer 3 semaines de vacances en Gaspésie, en Montérégie. Ceci étant, tu vas venir faire plusieurs escapades et tu vas venir faire de plusieurs courts séjours. La beauté de la Montérégie, c'est qu'on a une offre qui est dense, qui est diversifiée puis qui est répartie sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est ça l'ADN de la Montérégie. Elle est riche, elle est diversifiée, elle est dense. Alors, où que ce soit qu'on se situe en Montérégie, on a toujours quelque chose à faire et on peut justement trouver des activités complémentaires pour venir passer 1, 2 ou 3 ou 4 mêmes journées. La proximité des grands centres, l'accessibilité via les axes routiers en font un passage, une destination de choix, là. Parce que dans ce merveilleux monde des escapades, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux dans les dernières années? Est-ce que c'est l'agrotourisme? Est-ce que c'est le vélocyclisme, si on veut, le cyclisme aussi, qui est quand même important? Quels sont les grands axes qui, visiblement, ont bien fonctionné ou se sont bien positionnés ces dernières années? Les grandes expériences, c'est effectivement l'agrotourisme, le cyclotourisme. Le nautisme est également quelque chose d'omniprésent. Je dis le nautisme, mais tout ce qu'on parle de plaisir aquatique avec l'avenue des kayaks, des stand-up paddles ou des planches à pagaie, je m'excuse, des motos marines. On est entouré d'eau, hein? La Montérégie, même si on n'est pas une île, on est complètement entouré d'eau. On est les portes d'entrée des États-Unis par rapport au lac Champlain du fleuve Saint-Laurent en termes d'affluents. On est une région qui a beaucoup d'opportunités de développement. On n'est pas saturé en termes de développement. Alors, il y a encore de la place au niveau de l'hébergement. Donc, tout ce qui est l'hébergement, l'avenue de nouveaux attraits. C'est sûr, certain qu'on a notre parc safari là, qui attire énormément et nos musées et les parcs de la CEPAC qui sont tout le volet très initiation, marche, randonnée, fat bike, raquettes, ornithologie qui fonctionnent énormément bien. Donc, il y a des bases. On parle tantôt des parcs de la CEPAC ou encore de Hemingford ou de certains événements durant l'année ou, bon, du temps des sucres ou le temps des pommes, évidemment, à l'automne et au printemps. Ça, c'est un peu comme les bases. Est-ce qu'on a réussi à augmenter le nombre de nuitées? Parce que souvent, ça a été ça l'enjeu de dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous, en termes d'excursion pour augmenter le nombre de nuitées en hébergement sur le territoire. Est-ce qu'on a réussi? Oui, dans les dernières années, on a réussi à dépasser le cap des 50 ce qui est extraordinaire. Dépendamment de où on se situe géographiquement à Montérégie, il y a des secteurs ou des destinations de la Montérégie qui peuvent atteindre des taux de 80 d'autres en bas de 50 Mais globalement, dans les dernières années, dans les 2 dernières années, on a dépassé les caps des 50 de taux d'occupation. Pour l'ensemble de la Montérégie. En termes d'hébergement. Oui. Alors, ce qui a fait en sorte que ça a augmenté le nombre de nuitées, donc les revenus systématiquement globaux de la Montérégie, et ainsi que le nombre de touristes et d'excursionnistes. Et qu'est-ce qui fait que les gens viennent davantage
dormir en Montérégie? Les gens viennent davantage dormir. Je ne pourrais pas te dire davantage dormir. Je pense que le positionnement lui-même de la région, là, qui fait en sorte que, tu sais, avant, on tablait beaucoup sur une région d'escapade. Maintenant, on table beaucoup sur la Montérégie, elle est juste parfaite pour venir passer un séjour ou pour venir parfaite pour venir y visiter ta famille ou faire plein d'activités. Mais ceci étant, il ne faut pas se leurrer que quand Montréal va bien, la Montérégie va également bien, là. On est quand même une région de proximité, il y a du débordement. Donc, quand les événements vont bien. Mais comme je vous dis, l'offre est beaucoup plus riche et diversifiée dans les dernières années. Et il y a des belles choses qui s'en viennent également dans les prochaines années. Quelle est la place qu'occupe le tourisme d'affaires, si on veut, ou encore même du côté un peu événementiel? Souvent, un secteur qu'on a voulu développer, par exemple, je ne sais pas, les tournois de hockey ou de soccer, ou ce genre de tourisme qui, parfois, vont remplir un hôtel le temps d'une fin de semaine parce qu'il y a une activité dans une ville. Est-ce que ça, ce sont des volets qu'on a réussi aussi à développer? Bien, le tourisme d'affaires a toujours été un des éléments qu'on a toujours tablé en Montérégie. C'est le deuxième créneau sur lequel on travaille le plus. Il y a l'agrément et le tourisme d'affaires, ainsi que le réseau de distribution. Pour moi, ça fait partie, c'est partie intégrante, là. Quand on parle chez nous, dans notre jargon à nous, au sein de l'équipe, là, on est la 4e région la plus active au niveau du tourisme d'affaires. On a, année après année, une 50aine de partenaires qui sont omniprésents avec nous dans le cadre de la campagne Tourisme d'affaires, qui sont à la recherche, justement. Et ils sont très ouverts. Puis la beauté de la Montérégie, c'est que quand on se déplace avec nos partenaires, ils n'ont pas des visions... ils ont une vision montérégienne. Montérégie-Sont-nous, là, a été vraiment absorbé au sein de l'ensemble des partenaires de la Montérégie. Alors, si le produit, lorsqu'il rencontre un client, ne répond pas aux besoins du client, c'est clair, net et précis que notre partenaire va référer vers un autre partenaire. Et ça, c'est extraordinaire, sincèrement, là, comme une région, là, comme cohésion d'équipe là, par rapport à tout ça. Et pour ce qui est du tourisme sportif, bien, l'an passé, on avait fait faire une étude d'opportunité. Alors, effectivement, qu'il y a une belle opportunité, particulièrement au niveau national. Au niveau international, on a encore du chemin à faire en termes d'infrastructures, donc de se doter de meilleures infrastructures et que nos partenaires laissent des legs au sein des municipalités. On entame, on n'a pas plus tard que demain, une première rencontre justement pour voir, à mettre en place un comité, donc avec le milieu politique, pour voir l'intérêt de ce dernier là, dans les prochaines années à vraiment nous épauler pour positionner la Montérégie au niveau sportif. Bon. On est près des États-Unis. Oui. Ça aussi, ça a été longtemps un défi d'attirer des Américains chez nous. Est-ce que c'est encore un défi? Est-ce qu'on a réussi à le faire un peu? Comment on s'y prend pour amener des Américains à venir nous visiter? Bien, c'est pas particulièrement juste au niveau des Américains, c'est particulièrement au niveau de l'Ontario également qu'on va se positionner. Nous, c'est nos régions de proximité, donc on va y aller vraiment en fonction, quand on va sur les territoires de proximité comme ça, avec des attraits. Donc, on va aller chercher nos locomotives à laquelle on va rattacher des wagons, puis avec qui on va commercialiser. Donc, on ne le fait pas tout seul, on le fait vraiment directement avec nos partenaires pour aller chercher soit l'international, le Parc Safari ou les autres gros partenaires comme la CEPAC, Parc Canada ou quoi que ce soit. Donc, c'est avec eux qu'on va se positionner. On va les épauler là-dedans pour pouvoir les faire venir. Ceci étant, c'est sûr et certain que le taux de change a toujours une influence à ce niveau-là. Donc, c'est des bonnes années dans les dernières années. Puis quand on va du côté de l'international, bien là, on se positionne avec le centre du Québec et les cantons de l'Est. On ne se positionne pas juste seul à Montérégie. Ça m'a beaucoup frappé ces dernières années. Je vais évidemment à l'hôtel Quality quelques fois dans l'année pour des activités, des dîners, des déjeuners. Et je mens pas. Des autobus. Des autobus d'Asiatiques. Oui. Bon, là, peut-être que là, il y a un phénomène, évidemment, avec le COVID. Peut-être que là, les gens vont sortir un peu moins. Mais si on prend l'exemple des 2-3 dernières années, il n'y a pas une fois que je ne suis pas allé à l'hôtel Quality où je n'ai pas vu un autobus avec des Asiatiques. Ils viennent d'où? Bien, comme je vous disais, on travaille très fort le réseau de distribution. Le réseau de distribution, c'est justement les agences qui sont spécialisées dans la venue de groupes, donc en provenance de l'international. Alors, c'est un marché qu'on démarche énormément. Ça fait plusieurs années qu'on le démarche. Et c'est sûr et certain que dans les dernières années, on a réussi vraiment à bien se positionner auprès de ces dernières agences réceptives-là.
Alors, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on voit des résultats beaucoup plus concrets que dans les dernières années. Donc, on a eu une hausse, effectivement. Là, on parle ici d'asiatiques, mais ça peut être des tours francophones, ça peut être d'autres sortes de tours également. Là. Donc, ça pourrait venir de l'Allemagne également, du UK. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le mois de juin? Mon Dieu! En ce moment, là, c'est la folie furieuse. On est en train de planifier, de terminer tout ce qui est l'hiver. On est en train de faire les tournages et les shootings photos pour l'hiver prochain et on est à planifier l'été. Alors, l'équipe ne manque pas de job en ce moment, c'est clair, net et précis. On va avoir notre assemblée générale annuelle. Le plan d'action a été déposé. On a la venue d'un nouveau directeur marketing, donc qui est arrivé la semaine dernière. Et le mois de mai, d'ici la fin, la mi-mai, je vous dirais, serait consacré là, à partir de la mi-mai jusqu'à mon départ au mois de juin, au transfert de dossiers et au transfert de connaissances vers la nouvelle direction générale. Bon. Et à quel moment la succession sera-t-elle connue? Comment se positionne le conseil d'administration? Le positionne, en ce moment, on commence les processus. Donc, on est en sélection des premiers CV, là, des triages de premiers CV. Je voudrais qu'à la mi-avril, on devrait savoir qui sera la prochaine direction générale. Donc, tous les processus d'entrevue seront passés, les tests psychométriques seront également passés. Puis pour la suite, on devrait être en mesure d'aviser le tout, d'annoncer, je m'excuse, le tout à la mi-avril. Dépendamment du type de poste que la personne occupe actuellement, on s'attend à avoir une entrée en poste à la mi-mai ou fin mai maximum. Ce qui permettrait quoi? Quelques semaines de transition? Oui, tout à fait. Puis, ils ont mes coordonnées, alors tant si longtemps que je suis au Québec. Le téléphone va répondre pour les premières semaines, mais peut-être pas tout le temps, c'est ça, oui? C'est ça. Je reste disponible. Non, je me suis mis disponible auprès du conseil d'administration. Et sur le plan personnel, qu'est-ce qui reste à faire avant d'embarquer sur le bateau et de partir? Sur le plan personnel, mon Dieu, le fait d'avoir vendu la maison l'an passé, ça, c'est sûr que c'est déjà... Puis il y a beaucoup de biens qui sont partis avec la vente de la maison. Sincèrement, il reste à préparer le bateau, donc pour la haute mer, puis à vendre quelques petits biens à gauche et à droite, mais la majorité des biens, les enfants partent avec. Alors, il ne reste vraiment pas grand-chose à faire, au-delà de bien préparer le bateau, qui est prêt, mais qui demande quand même une préparation spéciale. Là, au final, dans le fond, là, quand il nous reste que le bateau, quelques objets personnels, nos vêtements, est-ce qu'on se sent... libéré? Plus libre, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est juste... C'est sûr que la vente de la maison, Éric, tu l'as dit tantôt, dans notre vie, on était rendu à une autre étape. Alors, c'est clair que la maison était rendue trop grande. On avait 70 000 pieds carrés de terrain. Ça demandait beaucoup d'entretien, même si on avait de l'aide par rapport à tout ça. Alors, c'est sûr qu'on était rendu ailleurs. Donc, on est ailleurs en même temps. C'est ça qui est la beauté de la chose. Alors oui, on se sent libéré, effectivement. Mais un jour, il y aura un retour. C'est clair. Et ce jour-là, il y aura quoi? Une deuxième carrière? On verra. On envoie ça dans l'univers. On ne ferme absolument pas la porte. Est-ce que, je ne sais pas, mais un souhait, une ambition de dire, hey, moi, je ne sais pas, peut-être que quand je vais revenir dans 1 an ou 2, j'ai le goût de faire telle chose, je n'ai jamais osé toucher à tel truc, mais là, je voudrais peut-être le faire, je ne sais pas. Pour le moment, je pense que, je pense pas. Je veux vraiment réaliser ce rêve-là, le vivre intensément. Tu parles d'1 an ou 2, mais qui sait, ça sera peut-être 5 ou 10 ans, on ne le sait pas. Peut-être que ça va être juste 1 an ou 2 aussi. Peut-être que dans 2 ans, on va dire on a fait le tour, puis on veut revenir. Mais il n'y en a pas de date de retour pour le moment. Alors, on ne veut pas se mettre de limites, mais on ne veut pas se mettre de barrières non plus. Alors, qui sait, on aura peut-être des opportunités. Puis, en ce qui a trait à mon mari, mais, le fait que l'entreprise pour qui il travaille est internationale peut nous ouvrir d'autres portes également. Mais c'est sûr, certain que l'industrie touristique, pour moi, là, c'est intrinsèque. C'est mon domaine, j'en mange. Puis je suis certaine que je vais avoir des bonnes pratiques ailleurs dans le monde, puis je vais avoir des opportunités de travail aussi ailleurs dans le monde que je pourrais ramener au Québec. Donc, c'est sky is the limit, là. Sky is the limit. Et surtout, pas de date de retour. Pas de date de retour. José Julien, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% football. Coach Soup, Alex Surprenant des Stingers de Concordia et Alexandre Gouin de Football Québec en deuxième partie. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Collecte de sang d'Emma Québec le mardi 24, mercredi 25 mars au Centre des aînés Joannais, sous la présidence d'honneur du maire Alain Laplante. Donc, c'est un rendez-vous. Donc, si vous êtes un donneur de sang, c'est le prochain rendez-vous, bien sûr, pour le faire. N'oubliez pas qu'il y a toujours le dimanche matin, 9h30, en direct, le Télébingo avec 4 000 $ en jeu. À demain. Bye-bye.